Donc l'objectif c'était de se réunir pour vous présenter le programme du printemps citoyen 2025. Donc c'est notre 4e édition, puisque c'est donc une initiative qu'on avait lancée dès 2021 avec un premier programme plus modeste et puis qu'on a enrichi donc au fur et à mesure. L'idée étant de donner des espaces à nos citoyens dans lesquels ils puissent recevoir de l'information, mais aussi débattre sur des sujets de société de manière générale. Donc en ayant des outils qui leur permettent de se construire un argumentaire éventuellement sur ces sujets. Et les outils ils peuvent être soit très didactiques, donc on va avoir des conférences voilà, avec vraiment du contenu, soit plus ludiques, c'est-à-dire qu'on estime aussi que la forme atelier, la forme conviviale, la forme activité, c'est aussi une façon de permettre aux gens d'avancer sur des sujets et de discuter de certains sujets. Donc c'est vraiment ça l'esprit au départ du printemps citoyen, avec une constante aussi sur les 4 années, qui est d'y développer les axes de la politique municipale, qui sont la démocratie, donc la participation citoyenne, la transition écologique et les notions de justice sociale, de lien social et d'éducation populaire. Donc voilà, ça c'est on va dire le fil conducteur depuis 2021 de notre printemps citoyen. Je dirais en préambule que au fil des années, on voit les personnes s'intéresser un petit peu à ce qui se passe du côté de Saint-Paul à cette période-là, qui est des fois une période un petit peu creuse d'ailleurs en termes de manifestation. Autant dès qu'on arrive après au mois de juin, ça s'accélère et on va avoir des programmes d'animation très très denses. Autant voilà, parfois au printemps, on a un petit creux en termes d'animation culturelle par exemple. Bien que là, on vient de passer la dizaine de la création féminin qui n'est pas tout à fait finie et qui pourrait tout à fait s'inscrire d'ailleurs dans le programme du printemps citoyen. Et puis, on a vu aussi les associations s'intéresser d'un petit peu plus près aussi à la programmation et se montrer un petit peu plus actives, parce que l'idée au départ, c'était de ne pas faire tout seul, mais aussi de donner cet espace aux associations pour qu'elles puissent du coup faire connaître leurs actions, parce qu'on a dans le monde associatif des associations, on va dire, qui sont plus sur le loisir ou l'activité sportive, mais on en a qui sont plus orientées éducation populaire, défense des droits, justice sociale, transition écologique, etc. Voilà. Et donc cette année, je trouve qu'on a, voilà, de ce côté-là, c'est un objectif qui a été atteint. On a vraiment des associations qui ont répondu présentes. Voilà pour le cadre général. C'est bon pour vous? Pouvez-vous nous rappeler quels sont les axes de la municipalité qui ont présidé à la création de ce printemps citoyen? Alors le premier, c'est la démocratie et la participation citoyenne, donc l'idée de permettre aux citoyens de participer à la prise de décision, entre autres. Hein. Et pour participer à la prise de décision, on part du principe qu'il faut commencer par être informé et pouvoir débattre des sujets. Donc voilà, le printemps citoyen, c'était vraiment, ça s'inscrivait d'abord dans cette intention-là. Donner la parole, permettre de débattre, permettre de se construire un avis, quand voilà, on a à échanger sur un sujet ou sur un autre. Et puis ensuite, donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, les 2 autres axes voilà, que l'on travaille au travers de ce printemps citoyen, c'est donc la justice sociale, donc tout ce qui va être notion d'égalité en droit, de lutte contre les discriminations, etc. Et puis le côté transition écologique aussi, parce que c'est un sujet qui fait souvent débat, c'est-à-dire qu'en gros, on peut enfoncer des portes ouvertes en disant qu'on est tous des protecteurs de l'environnement. Mais on peut toujours se poser la question. D'ailleurs, il y a aussi des personnes qui remettent en cause, par exemple, les statistiques ou les chiffres ou la notion de réchauffement climatique. Donc ça fait débat dans la société, en fait, ce sujet-là aussi. Et donc c'est intéressant de le poser en débat dans le cadre du printemps citoyen aussi. Voilà donc pour les axes de la politique de la municipalité, en gros, qui sont développés. Donc cette année, qu'est-ce qu'on a comme particularité cette année? C'est d'abord qu'on a une nouvelle directrice, du coup, donc qui a apporté sa touche aussi à ce printemps citoyen. Je vais la laisser dire un petit peu voilà, quels sont les éléments auxquels elle a pu contribuer. Et en tout cas, moi, il y en a un que je trouve intéressant dans les propositions de Céline, ça a été de faire ressortir un cycle de conférences, parce que c'est vrai que par ailleurs, on a tout un tas de manifestations qui peuvent être organisées. Et là, voilà, d'avoir fait ressortir un cycle de conférences dans le cadre du printemps citoyen, voilà, ça me paraissait intéressant parce qu'on voit en plus qu'il touche un peu à tous les sujets.
Et puis, puisque dans sa délégation, elle a aussi le sport, la politique sportive, on va avoir cette année effectivement le côté sportif qui apparaît davantage que les années précédentes, et c'était important aussi de pouvoir développer cet axe-là, puisque que ce soit en termes de transition écologique, de justice sociale, d'égalité de droits, voilà, au niveau du sport, il y a plein de choses à dire. Bon, mais alors j'embraye. Donc sur ce printemps citoyen, il y avait véritablement une dynamique sur laquelle on aura pu vraiment s'appuyer. Donc ça a été l'ensemble des acteurs du territoire qui ont été mobilisés. Donc il y a eu les conseils de quartier, 4 conseils de quartier, les associations. On a eu 24 associations qui ont participé à ce printemps citoyen, 5 établissements scolaires et les 5 services municipaux, vie associative, conseil local handicap, sport, jeunesse et médiathèque. Donc c'était vraiment, quand on parle du printemps citoyen, c'est ce qu'on a vécu dans cette programmation, c'était la mobilisation de l'ensemble de ces acteurs de territoire pour parvenir à des journées festives, à des cycles de conférences, voilà. Donc, dans le concret, le bulletin vient juste de sortir, donc quand même on le montre. Voilà, donc merci pour le service communication. Le cycle de conférences, comme tu disais, on compte à peu près 5-6 conférences. Alors, l'une porte sur la société inclusive avec une intervention de Charles Gardou en partenariat avec l'entreprise Facility Multiservice le jeudi 7 avril. Voilà. Le 30 avril, on a une table ronde sur encourager les mobilités durables grâce aux initiatives citoyennes. Cette table ronde fera suite à une journée dédiée aux mobilités durables avec 3 associations, Roue Libre, l'ALPCD et Solutions Mobilité, où on a organisé des ateliers de code, des bourses au vélo, voilà, toutes des animations autour des mobilités douces. Voilà. Le 18 avril, on a une ciné-conférence sur les violences faites aux femmes en partenariat avec le CIDF, voilà, et l'intervention de Madame Vella. Donc on projette un film, ça sera L'Emprise. Et suite à la projection de ce film, on aura une table ronde avec des témoignages de femmes, dont Madame Vella, et le CIDF qui animera cette table ronde. Voilà. Ensuite, le 25 avril, on fera une table ronde sur sport et addiction, causes et conséquences. Cette table ronde sera animée par un docteur. Et pareil, ça fera suite à une journée sur le Urban Festival où on propose sur cette journée Urban Festival plein d'animations sportives, basket 3-3, fight club, tennis, mini-tennis, et des ateliers qui sont animés par les services de la préfecture sur la prévention des addictions, de l'alcoolisme, prévention routière. Voilà. Alors je vais continuer sur le cycle des conférences. Le samedi 10 mai, il y a une conférence Erasmus avec, en partenariat avec l'association WIPSI et le partenariat avec le comité de jumelage. Voilà. Et le jeudi 19 juin, on recommence une conférence sur les bienfaits du sport et peut-être orientée sur santé-sport, où également on a une journée proposée avec le SAPAL sur des petits ateliers de prévention sport-santé. Voilà, donc c'était vraiment un cycle de conférences qui est nourri par des journées festives, des journées orientées vraiment sur le sport également. On a des journées, alors je parle du sport, mais il y a aussi des journées sur le développement durable. Le mercredi 18 juin, on a une journée éco-citoyenne avec des ramassages de déchets en kayak. On a une journée sur Abbesse où on va mettre en lumière tout le travail qui est fait par 3 associations sur les jardins, et avec la remise d'un livre de Monsieur Lossu qui a travaillé sur tout ce qui était bâtiment remarquable de la commune de Saint-Paul. Voilà.
Après, donc manifestations sportives, manifestations éco-citoyennes. Après, il y a des manifestations qui sont plus familiales. Il y a des journées familiales dans chaque quartier qui sont organisées sur des jeux en bois et jeux de société. Voilà. Le samedi 19 avril, il y a une chasse aux œufs qui est organisée aussi avec les conseils de quartier. Le samedi 19 avril, la fête du printemps organisée par le comité d'entreprise. Des fêtes, pas d'entreprise, c'est des fêtes. Voilà, le samedi 10 mai, la foire aux plantes, mais c'est depuis plusieurs années qu'est organisée cette foire aux plantes, donc j'en parle pas trop. Et après, tous ces partenaires, tous ces acteurs, tous les services qui ont été mobilisés, on fera une petite cérémonie de remerciement lors de la fête de la musique. Voilà, alors j'ai parlé un peu vite, mais il y a tout dans le petit bulletin. Dans le programme. programme. C'est vrai que c'est un programme qui est riche, du coup. Avec donc ces cycles de conférences qui concluent des journées de façon à ce qu'il y ait effectivement cette diversité, avec l'idée que peut-être après, soit il y aura des personnes qui seront touchées que par un des deux formats, donc certaines qui ne viendront qu'à la conférence et d'autres qui ne viendront que sur les activités. Mais on peut penser aussi qu'après avoir participé à des activités sur une journée, sur des publics qui sont moins attirés habituellement par le format conférence, on peut avoir effectivement, comme c'est dans la continuité de la journée, des personnes qui restent et du coup qui participent à ces dynamiques un peu d'éducation citoyenne, d'éducation populaire, après avoir été sensibilisés à un sujet du coup dans le courant de la journée, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est permettre aux gens de grandir, d'apprendre, de se construire des idées, des arguments, des informations. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. On a aussi forcément une programmation qui est un peu en réaction avec des événements ou des actualités, on va dire. En particulier, on a été sensibilisé pas mal sur cette dernière période, que ce soit côté jeunesse ou côté sport, par la question des addictions. Alors c'est apparu dans la sphère publique au niveau national, mais on se rend compte aussi en échangeant avec les clubs que c'est quelque chose qui existe à un niveau plus local et parfois chez des très jeunes publics. Donc là, l'idée, c'était d'embrayer immédiatement et puis de ne pas laisser perdurer des situations et de proposer tout de suite de la sensibilisation, de l'information sur ce sujet-là. Donc voilà, ça s'est construit de cette manière-là. Bon, les violences faites aux femmes, j'ai envie de dire, malheureusement, ça reste d'actualité. Et c'est un sujet sur lequel on continue inlassablement à travailler. Parce que là, il y a la question de l'égalité femmes-hommes, mais il y a aussi la question des violences faites aux femmes, qui sont un autre sujet sur lequel on travaille. Et puis, la conférence donc organisée en partenariat avec FMS, avec Charles Gardou. Donc ça, c'est une opportunité que l'on a saisie et je trouve que c'est une chance et je pense qu'on aura vraiment une table ronde de qualité. Et je pense que c'est aussi le fruit du travail de notre groupe de travail handicap qui s'est transformé après en conseil local du handicap, qui a fédéré beaucoup d'associations au niveau départemental, qui fait parler du coup du travail qui peut se mener à Saint-Paul-et-Dax et qui a conduit du coup FMS à prendre contact avec nous, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel notre collègue Catherine Beaulieu travaille beaucoup et je pense que ça devrait donner une soirée qui sera particulièrement intéressante avec un petit bilan sur la loi inclusion de 2005, 20 ans après. Donc il y a les textes et puis il y a la réalité. C'est toujours intéressant de mettre en perspective les intentions, les orientations et puis les évolutions effectives sur le terrain. Donc c'est un point intéressant aussi. Juste une autre action qui est à mettre en lumière, on a aussi axé le programme sur l'économie sociale et solidaire. Donc on a 2 structures sur Saint-Paul-et-Dax, le comptoir de l'électroménager et l'épicerie sociale et solidaire, qui vont travailler en partenariat avec les établissements scolaires. Un professeur de la filière ST2S iront sur les lieux, sur l'épicerie sociale et solidaire et sur le comptoir de l'électroménager pour présenter aux élèves les différents métiers liés à cette économie. Voilà.
C'est vrai que ça, c'est un point aussi qu'on a beaucoup porté pour le coup, accompagné avec la municipalité. L'idée qu'on pouvait développer d'autres formes d'économie voilà, sur le territoire. Donc, on a eu d'abord le comptoir de l'électroménager qui s'était installé, je crois que ça avait commencé en 2021, le projet. Donc, là, pour lequel on a plutôt été un support, surtout pour la recherche d'un local. Mais on avait une dynamique qui était déjà partie avant nous et un gros travail qui avait été menée par Charlène Tato, la directrice. Et ensuite, on a essayé d'accompagner l'installation d'une deuxième structure, effectivement, en partenariat avec Défi Services, donc, qui est cette épicerie sociale qui a donc ouvert en novembre dernier au Mail. Et on est effectivement sur un partenariat un peu particulier où les deux formes d'économie se rencontrent. Donc avec la mise à disposition d'un local par le Grand Mail et donc le développement de cette activité, de cette entreprise de l'économie sociale et solidaire par Défi. Et donc c'est vrai que c'était intéressant d'abord de présenter ces nouvelles formes d'économie, puisque parfois les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce que ça signifie? Et avec une particularité en plus que toutes les deux sont des entreprises d'insertion. Donc que ce soit le comptoir de l'électroménager ou l'épicerie sociale. Et que là aussi, au niveau de l'emploi, sur des filières, c'est toujours intéressant d'amener de futurs étudiants et de jeunes élèves à s'interroger effectivement sur l'insertion professionnelle, l'accompagnement des personnes en insertion, parce que ça peut parfois être un aboutissement de leur cursus scolaire, et puis ces autres formes d'économie. Et là aussi, les deux structures ont vraiment répondu immédiatement présentes pour pouvoir s'associer à ces dispositifs. Et dans une structure, le comptoir de l'électroménager intervient aussi sur une nouvelle structure de notre territoire, la Fabrique du Lien, avec des ateliers répar. Voilà. Donc ils interviennent également là. Et toujours le lien avec la Fabrique du Lien, c'était avec les conseils de quartier, où il y a réellement des événements qui se font conseil de quartier, Fabrique du Lien. Et voilà, donc, et ça se transparaît toujours dans cette programmation, les animations festives. Il va y avoir une auberge espagnole sur la Fabrique du Lien, en mise en lumière avec une autre association à chaque fois. Voilà, donc voilà, je sais plus. Puisque tu parles des lieux, c'est vrai que c'est aussi un point qui est important, les lieux où se tiennent effectivement les activités. Parce qu'on a toujours ce sujet en fait de savoir pourquoi parfois les gens ne participent pas aux activités, aux événements qui sont proposés. Il y a le fait de ne pas se sentir concerné, de ne pas avoir envie, de ne pas avoir le temps. Et parfois, il y a les lois du non aussi. Et donc, du coup, on a essayé de travailler aussi sur amener nos concitoyens vers certaines structures. Donc, la médiathèque, bien entendu, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a tout un développement d'actions au travers des actions qui sont proposées par la médiathèque. La Fabrique du Lien, donc, qui est en centre-ville, et ce nouveau lieu où les citoyens peuvent se rencontrer et créer du lien entre eux, donc au centre-ville. Nos salles classiques, Temps Libre, Félix Arnaudin, le Lac, les maisons de quartier. Mais travailler aussi vers l'aller vers. Donc essayer d'aller au plus près possible aussi de certains de nos concitoyens. Donc c'est pour ça qu'il y a des actions dans chaque quartier, par exemple. Alors qu'avant, la journée famille du service jeunesse se déroulait plutôt à une unité de lieu. Là, l'idée, ça a été de dupliquer et d'aller à la rencontre des familles et des jeunes dans chaque quartier. Donc essayer d'aller aussi vers l'ensemble des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois pour leur proposer au plus près aussi des activités, des temps d'échange et des temps de débat. En tout cas, c'est avec cet esprit-là que ça a été travaillé. Donc on a vraiment quelque chose qui est pluriel, tant du point de vue des contenus, des formes ou des lieux. Et donc on espère que ça trouvera son public. Moi j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que Céline peut se présenter à nous dire qui elle est et quelles sont ses fonctions? D'accord. Donc voilà, Céline, j'ai intégré la mairie de Saint-Paul-et-Dax fin octobre de 2024. Je suis directrice du pôle citoyenneté. Donc c'est Sylvie qui est l'élue référente. Dans ce service, il y a le service sport, le service jeunesse, le service population.
Oui, jeunesse, population, sport, conseil de quartier et conseil local handicap. Voilà, c'est un service qui est très cohérent puisque, d'ailleurs, ça se revoit un peu dans ce printemps citoyen où tous ces services ont été mobilisés pour faire cette programmation. Donc je les en remercie de l'accueil. Voilà. Et pour mon parcours, ça fait maintenant depuis 20-25 ans que je suis dans le service public. Et donc j'ai commencé par être enseignante. Ensuite, j'ai intégré la fonction publique territoriale. Et après, j'ai fait aussi une dizaine d'années dans une association, les PEP 40, voilà, qui m'ont beaucoup appris. Et j'essaye avec toutes ces expériences, de les mettre à profit sur ce poste-là. Et après, une autre question. Vous avez parlé, Madame la Première adjointe, de donner la parole, de faire participer, etc. Est-ce que ce programme, qui est un petit peu pléthorique, vous l'avez élaboré à la suite de demandes réellement, ou est-ce que c'est vous qui proposez? Dans quel sens ça va? Parce qu'effectivement, vous avez envie de répondre à certaines interrogations, notamment la violence aux femmes, notamment les addictions, ce genre de choses. Mais est-ce que la population a réellement un besoin et exprime ce besoin? Alors, c'est une vraie question, c'est-à-dire que la question c'est comment est-ce qu'on va chercher effectivement l'expression du besoin. Alors, on essaie d'aller le chercher en tout cas à travers le tissu associatif. Donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, les questions d'addiction, les questions de prévention auprès de la jeunesse, voilà, c'est des choses qui ont pu remonter du tissu associatif. Les questions de mobilité, donc il y a des envies, des mobilisations du tissu associatif qui regroupent quand même des citoyens, donc ils formulent effectivement des envies, même si une association, elle est un peu à l'interface, elle propose aussi. Voilà, elle est constituée de citoyens qui ont des envies, des besoins, mais elle est aussi dans la proposition. Et puis après, il y a les conseils de quartier, qui sont aussi là pour le coup des lieux où on peut avoir des besoins qui sont exprimés. Après, pour être tout à fait honnête, on n'a pas, pour le moment en tout cas, le printemps citoyen n'est pas suffisamment inscrit dans les esprits pour que les citoyens se présentent spontanément et disent ce serait super si cette année pour le printemps citoyen vous pouviez organiser un débat sur tel ou tel sujet. Ça ne se fait pas comme ça. Bien que, par exemple, typiquement, la question des violences faites aux femmes, c'est un sujet qu'on a l'habitude de travailler. Et cette année, c'est vraiment sur la sollicitation d'une citoyenne que citait Céline, qui s'appelle Madame Vella, Karine Vella, qui était venue dans le cadre d'une action qui avait été menée au mois de novembre et qui avait clairement dit moi, je veux bien proposer mon témoignage. Puisque c'est une ancienne victime qui a écrit depuis un livre. Et je veux bien, et je trouverais intéressant de pouvoir aborder ce sujet. Donc c'est parti là pour le coup d'une initiative plus personnelle. L'idée de la fabrique du lien dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça puisse être aussi, cette fabrique du lien, au-delà des conseils de quartier, un peu le ferment de ça. Puisque dans la fabrique, tout citoyen pourra se présenter à l'animatrice qui est là, qui est Ralia Esman, et dire moi j'aimerais bien qu'on puisse parler de ce sujet, comment est-ce qu'on pourrait faire, de qui je peux me rapprocher, et ça pourra être effectivement une manière de proposer vraiment une initiative qui vient des citoyens dans le cadre du printemps. Mais après, on n'a pas fait de sondage, par exemple, pour dire de quel sujet voudriez-vous parler, sur quoi voudriez-vous que porte le printemps citoyen. On n'a pas été jusque-là. Il y avait un directeur ou une directrice du pôle citoyen avant ? Oui, il y avait Sandrine Egger qui était directrice du pôle citoyenneté. Sauf que il y a eu une réorganisation entre le départ de Sandrine et l'arrivée de Céline. Et donc, au départ, il n'y avait dans le pôle que la vie associative, les conseils de quartier, la population. Et donc, la jeunesse et le sport, du coup, ont été regroupés. Parce qu'on se rendait compte qu'il y avait vraiment un intérêt commun. D'abord parce que la jeunesse a déjà, depuis le départ, et parce qu'on a intégré aussi de structures associatives qui étaient le foyer des jeunes, cet esprit de participation, de vie au sein des quartiers, et donc de duplication des actions au sein des quartiers. Et puis qu'on est vraiment dans l'éducation populaire. Et puis le sport, parce que vie associative et sport qui vivaient sur deux jambes, c'était un peu compliqué, c'était quand même plus important de regrouper dans un même pôle. C'est vrai que le pôle, alors ça fait que 4 mois, donc après c'est toujours difficile d'émettre un avis, mais il y a vraiment
une cohérence d'avoir regroupé la vie associative, le sport, la jeunesse et la population. Et cette cohérence, alors je le répète, mais je pense qu'elle s'est vraiment vue sur ce printemps citoyen. Et quand on dit comment on a fait pour la programmation, je pense que c'est justement ces responsables de services qui sont en contact tous les jours avec les citoyens, qui font remonter les besoins et qui peuvent les mettre, les concrétiser et faire des actions qui sont adaptées. Voilà. Si on combine le printemps citoyen et la saison culturelle, on ne s'ennuie pas à Saint-Paul. Merci. Alors c'est vrai, et c'est un vrai sujet, parce qu'on sait aussi qu'en termes de communication, à force de proposer trop de choses, les gens se perdent finalement. Et puis du coup, ce qu'on veut faire peut se dissoudre dans un flot de propositions dans lesquelles ils ne se retrouvent pas. C'est pour ça que cette année, on a quelque chose qui est un peu plus concentré. C'est vrai que l'année dernière, on avait beaucoup d'actions un peu plus disséminées. Et cette année, on a quelque chose qu'on a voulu un peu plus concentrer, comme le disait Céline tout à l'heure, autour de journées. C'est-à-dire quand on a fait une journée thématique avec une conférence, voilà, à la suite. Et donc du coup, on a essayé justement de concentrer un peu plus les choses, de densifier, de proposer quelque chose qui se tient un peu plus et pas trop de délayer, en fait, de pas trop multiplier non plus les actions. Et ce que disait Céline en termes de cohérence et de coordination des services, il y a quand même un temps dont on n'a pas parlé parce qu'il concerne un public particulier mais qui fait vraiment le lien avec tout ça, c'est la journée de citoyenneté, sur laquelle on va changer un petit peu la forme cette année. Donc la journée de citoyenneté, c'est quelque chose qu'on fait comme beaucoup de communes depuis le début du mandat. Donc c'est le moment où on remet aux nouveaux électeurs, enfin aux jeunes électeurs qui ont fait 18 ans sur la commune, leur attestation d'inscription sur les listes électorales. Ou leur carte d'électeur, mais en général c'est d'abord l'attestation d'inscription sur les listes électorales, donc c'est une manière de les recevoir, voilà, et de parler de citoyenneté. Et en fait il se trouve que il y a 2 mois de ça, donc on a décidé d'une nouvelle mesure qui est le PAC engagement jeune. Donc on propose jeunes citoyens. Citoyens. PAC jeunes citoyens. Engagement militaire, pas apporter les armes. Du tout. Donc c'est une aide financière donc, qui est apportée aux jeunes pour passer leur permis de conduire, leur BAFA ou leur BNSSA, en complément d'ailleurs du dispositif qui est déjà proposé par le département. Et donc en contrepartie d'un engagement citoyen auprès soit d'un service municipal, soit d'une association de la commune. Pour le coup, nous on vient en bonus pour une association de la commune. Et donc on sait aussi, si on a fait le choix de ce dispositif avec les collègues, en particulier avec Delphine Grelier-Léglise qui est en charge de la jeunesse, c'était avec l'idée que, d'abord on permettait à des jeunes de financer leur mobilité. On sait que dans les Landes c'est quand même très important de pouvoir être mobile, d'avoir un véhicule, même si on est favorable aux mobilités douces, on sait que la voiture elle est très importante, en tout cas pour accéder par exemple à un premier emploi. Et le BAFA ou le BNSSA, parce que on est près de l'océan, on a aussi sur la commune des centres, un centre de loisirs, donc des possibilités d'insertion professionnelle. Et on a beaucoup de jeunes qui parfois, comme premier pas, comme première insertion professionnelle, ont effectivement l'animation. Donc on trouvait que c'était intéressant de venir les accompagner sur ces dispositifs-là. Et on sait aussi que la contrepartie de l'engagement, c'est un moyen pour eux d'être dans le tissu associatif d'une autre manière, pas en tant que consommateurs de loisirs, ce qui est souvent le cas. Les jeunes, c'est pas péjoratif, mais ils pratiquent une activité sportive et ils vivent ça comme eux, en loisir, une activité qui leur est proposée, pour laquelle ils ont payé une licence. C'est en ce sens que je dis qu'ils sont consommateurs du loisir ou de l'activité. Et là, ils passent de l'autre côté, ils deviennent acteurs. Donc du coup, soit en aidant à l'encadrement, à l'organisation des manifestations, etc. Et que pour nous, c'était aussi un bon moyen de percevoir ce que c'est que d'être du côté de l'engagement, ce que c'est le bénévolat, comment est-ce que finalement ce tissu associatif qui est essentiel aujourd'hui à l'exercice du service public, typiquement quand on parle du sport aujourd'hui, s'il n'y avait pas les associations et les clubs sportifs, les politiques sportives, elles seraient difficiles à porter par les seules collectivités locales. Donc c'est important aussi de pouvoir porter ce discours-là. Et donc comme en plus cette année, on a, avec le comité de jumelage, a fait le choix pour la semaine de l'Europe, qui est aussi quelque chose qui est organisé tous les ans. Cette année, le comité de jumelage a fait le choix d'un partenariat avec WIPSI et donc de la présentation d'une exposition et d'un débat autour d'Erasmus, donc
des mobilités des jeunes voilà, en Europe. Donc on s'est dit qu'autour de cette journée, cette journée citoyenne, de l'engagement citoyen, ce serait l'occasion de faire témoigner des jeunes, soit qui se sont engagés auprès d'associations, donc voilà, en tant que bénévoles ou par le biais de ce contrat d'engagement citoyen, ou des jeunes qui ont vécu une mobilité à l'étranger, et donc ça permettait aussi de faire autre chose que de remettre la carte d'électeur, mais de parler d'autres formes d'engagement que celle de voter, qui est essentielle bien entendu, mais ce n'est pas la seule, et donc de pouvoir faire témoigner et donc discuter les jeunes entre eux sur d'autres formes d'engagement, et je pense que ça pourrait être aussi une jolie journée. Moi, je vais rentrer dans le concret. Est-ce que tout est gratuit et est-ce que les gens doivent se présenter le jour même ou il faut s'inscrire? Alors, tout est gratuit. Tout est gratuit. Absolument tout. Dans le cas du printemps citoyen, c'est un principe de base. Tout est gratuit, y compris d'ailleurs, il y a 1 ou 2 repas partagés qui sont gratuits, avec une partie dessert, auberge espagnole, mais on est vraiment sur la gratuité. Et quasiment tous sont ouverts au tout public. Il y en a quelques-uns où il y a des jauges particulières, et ça doit être à la médiathèque en particulier, où il y a une inscription, ça doit être pour le bébé signe, voilà, les conférences signées. En principe, voilà, c'est des journées facilement accessibles, donc on arrive et les animations sont proposées, et, voilà, donc il n'y a pas de jauge particulière. On attend beaucoup de monde, c'est pour ça. Donc on sera très content de les accueillir. Ce sera spécifié. Je pense qu'il y en a une autre aussi où on va attendre des inscriptions. C'est sur la journée des mobilités, où on va avoir des ateliers de recyclage du code. Voilà, où du coup on va constituer des petits groupes. Donc voilà, ça va pouvoir constituer les groupes là-dessus. Mais vraiment, sinon tout est gratuit et ouvert le plus largement possible au public. Vous avez senti une progression depuis les 4 ans de la fréquentation? Vous l'avez évalué? Alors c'est difficile à évaluer, mais oui. Alors en particulier, par exemple sur les temps de conférence, il y a quelque chose qui a été organisé tous les ans. Au départ, c'était en partenariat avec le CTRCE, l'association de consommateurs, Centre technique régional de la consommation et de l'environnement, si j'ai bien l'acronyme. Et donc, du coup, c'est une conférence à Félix Arnaudin après une journée qui se déroulait sur la place du marché. Et vraiment, on a vu progressivement le nombre de personnes évoluer sur la conférence. On avait une conférence sur l'eau. L'année dernière, c'était sur la forêt où on avait beaucoup plus de monde. Donc, voilà, là, vraiment, on a vu les choses évoluer. Sur d'autres actions, je dirais, c'est difficile, je ne saurais pas dire sur les journées kayak ou sur la médiathèque, c'est plutôt fréquenté depuis le début. Mais sur les temps vraiment de débat ou de conférence, c'était quand même au départ, sur les 2 premières éditions, on va dire que c'était un peu confidentiel, c'est-à-dire qu'au final, ça n'atteignait pas vraiment son objectif, puisqu'on se retrouvait un peu dans l'entre-soi, c'est-à-dire avec des personnes qui étaient déjà concernées et qui revenaient échanger sur les sujets, et c'est ce dont on veut sortir justement. Donc, en tout cas, sur les 2 dernières éditions, là, sur cet aspect-là, on a vu quand même les choses progresser, et j'espère que le format choisi cette année permettra de continuer à évoluer dans ce sens. Quant à la fameuse journée à Abbesse, donc là c'est pareil, à Abbesse au début, les gens venaient un peu par curiosité, assez peu. Le festival CAP de l'année dernière, de l'automne pour le coup dernier, donc en partenariat avec le département, on avait une journée qui était plutôt organisée par le département le samedi au lac, et une journée qui était plutôt organisée par la ville le dimanche à Abbesse. On s'était vraiment posé la question de savoir si ça accueillerait son public, et vraiment on a vu arriver du monde en nombre, donc je pense que sur la journée Abbesse au mois de juin, on aura aussi du monde. Et au-delà de la curiosité, parce que maintenant les gens ont visité le site, donc ça y est, ils connaissent la plupart des choses, je pense qu'il peut y avoir vraiment de nombreux échanges, que ce soit autour du potager, donc en permaculture, puisqu'on va être sur la période où ça commencera sérieusement à prendre forme, du verger, qui a déjà été en partie planté et ça continue, ou du jardin d'agrément, donc qui est reconstitué sur la partie en face du potager. C'est une dernière question pour moi, qui n'a pas réellement de rapport, mais qui est le Grand Môle, ça se passe quand en général, et est-ce que c'est reconduit? Alors a priori, le Grand Môle ne sera pas reconduit, puisque donc la première année ça avait été porté par la ville, ensuite il y avait une association qui avait pris le relais sur le Grand Môle. Donc je ne suis pas la mieux placée pour en parler, c'est plutôt Sébastien Ducasse à la culture, mais je sais qu'en tout cas les retours de l'association sur l'édition 2024 étaient plutôt la manifestation d'une déception.
par rapport à une manifestation qui peine à trouver son public, même en changeant de lieu, en se rapprochant du lac. Donc il devrait y avoir en tout cas en construction un événement, mais qui ne sera pas à la forme et à la date qu'il a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. C'était Donc quand le festival, c'est au mois de juin. C'était en juin, ça. Donc, voilà. Ça pourrait être remplacé par quelque chose autour de la lecture, peut-être. C'est pas prévu pour l'instant. Ben, typiquement, comme ça, une petite perche, mais hors sujet, bien entendu aussi, mais typiquement autour des 7 et 8 juin, puisqu'il y a la présentation, il y aura la présentation du livre patrimonial de la commune, donc avec effectivement le travail qui a été mené par Kevin Lossu, qui était chargé de mission depuis 3 ans autour du patrimoine architectural et du patrimoine naturel, puisqu'il travaille sur les habitats remarquables et les jardins remarquables de la commune. Donc on est sur la présentation d'un ouvrage et il n'est pas exclu effectivement d'ouvrir un petit peu à la présentation d'autres ouvrages, par exemple sur la thématique, ou en tout cas de montrer que le livre est un des vecteurs de passation, de transmission des grands ouvrages, des grandes connaissances. Typiquement, je pense à l'association Jules Vachereau aujourd'hui qui travaille beaucoup à essayer de reconstituer le jardin tel qu'il a pu exister. Ils cherchent des archives et les ouvrages de Jules Vachereau en fait, pour comprendre comment est-ce qu'il réfléchissait. Donc, ça peut avoir du sens. Et alors, Abès, vous l'écrivez, après j'arrête, avec 2 B ou avec un seul B? Alors, il y a débat. Moi, personnellement, je l'écris avec un seul B. C'est comme ça que c'est écrit aujourd'hui au registre de la commune, avec un seul B. La famille Boulard, et Sophie Boulard, d'ailleurs, qui est proche de l'association Jules Vachereau, l'écrit avec 2 B. Parce qu'effectivement, ça a été le choix de la famille Boulard, à un moment donné, de faire rajouter un second B à la notion du domaine d'Abès. Et sur les documents de Jules Vachereau, du coup, il y a 2 B, au domaine d'Abès par Jules Vachereau. Et ça avait une connotation probablement plus, je ne sais pas comment on peut dire, luxueuse. En tout cas, ça donnait la présence du second B, en tout cas apportait une forme de gratification, de reconnaissance à ce site-là. Mais à l'origine, par contre, quand on prend le cadastre napoléonien, il n'y en avait qu'un. Alors, il y a débat toujours. Il y a les tenants du 1B et les tenants du 2B. Au final, je ne sais pas si c'est très grave, mais ce qui est heureux, par contre, c'est que ce lieu-là retrouve de la vie et puisse permettre la remise en valeur de tout ce qui pouvait y avoir, y compris au niveau historique, j'espère à terme, puisqu'on travaille sur un parcours pédestre avec des éléments historiques. Et c'est intéressant d'avoir pu refaire vivre tout ça. Parfait. Merci. Merci beaucoup à vous.